Alors, merci Cédréré. Donc aujourd'hui, on va parler de la surveillance à long terme des tétralogies de Fallot, cette cardiopathie congénitale cyanogène la plus fréquente. Et on va parler spécialement de la surveillance à long terme des Fallot réparés. Donc, grâce aux avancées majeures que connaît la chirurgie de réparation, la survie s'est considérablement améliorée au fil des années. Et là, vous avez une figure qui décrit la survie dans de grandes études publiées ces dernières décennies, avec un suivi allant à 40 ans pour les cohortes les plus âgées. Et vous constatez que pratiquement 91% des Fallot réparés survivent à l'âge adulte. Sachant que dans cette figure, on n'a pas les résultats à long terme concernant la survie à long terme des études les plus récentes qu'on voit ici en rouge et en vert et qui ont utilisé les modifications chirurgicales de réparation les plus récentes censées encore améliorer la survie. Donc, ceci dit, l'espérance de vie de cette population reste inférieure à celle de la population générale, avec une morbidité cardiovasculaire qui augmente avec les années, si bien que seuls 25% des Fallot vont être exempts d'événements indésirables à l'âge de 40 ans, même s'ils sont réparés. Donc, c'est dire que ce sont des patients à suivre à vie parce que réparation ne veut pas dire guérison et le patient doit en être informé parce que beaucoup d'adultes sont perdus de vue parce que justement ils se sentent bien durant les premières années de vie, durant l'enfance, durant l'adolescence et ce n'est que vers l'âge de 25 ans, 35 ans que les différentes lésions résiduelles et les différentes lésions post-opératoires commencent à retentir sur leur qualité de vie et à les exposer même au risque de mort subite. Donc ce sont des patients à surveiller sur le plan rythmique, parce que comme je viens de dire, ils ont ce risque, quoique relativement faible mais grave, d'arythmie maligne et de mort subite. Il faut les surveiller aussi sur le plan anatomique avec comme lésion principale la dysfonction de la voie d'éjection du ventricule droit avec fuite pulmonaire et ou sténose pulmonaire. Donc lésion principale en termes de fréquence, mais aussi en termes d'impact énorme sur le pronostic et sur la conduite thérapeutique. Alors la dilatation de l'aorte, de la racine de l'aorte et de l'aorte ascendante est fréquente et peut entraîner l'insuffisance aortique, mais la dilatation de l'aorte progresse en général lentement et le risque de dissection semble faible. Les shunts résiduels sont peu communs chez l'adulte, notamment les CIV résiduels, et en général, quand on ferme une CIV, ça ne bouge pas au fil des années. Alors, je précise d'emblée qu'on va s'arrêter uniquement sur les dysfonctions de la voie de chasse du VD. Les complications rythmiques, la surveillance rythmique, c'est un volet certes important, mais on n'a pas le temps d'aborder tous les points, donc ça mérite une présentation vraiment à part. Alors là, c'est une diapo pour vous dire qu'en fait, les différentes complications sont intriquées entre elles et la fuite pulmonaire reste la complication la plus fréquente. Pratiquement tous les Fallot réparés vont avoir une fuite pulmonaire et c'est la complication qui contribue en grande partie à la morbimortalité cardiovasculaire. Donc une fuite pulmonaire de longue date va déclencher une cascade d'événements liés à la surcharge volumétrique avec dilatation progressive du ventricule droit, donc entraînant une détérioration de la fonction VD et une installation d'une fibrose myocardique qui peut être à l'origine d'une dysfonction irréversible. Alors une sténose pulmonaire surajoutée ne va qu'aggraver cette hémodynamique anormale par le biais de la surcharge de pression qu'elle impose. Et le désynchronisme ventriculaire lié au bloc de branche droit, qui est fortement associé à la dilatation du VD, à l'augmentation de la masse ventriculaire, va contribuer bien évidemment à cette dysfonction.
L'EVG finit également par s'altérer, vu l'interdépendance étroite entre le VD et l'EVG. Et donc tout ceci va amener à de l'insuffisance cardiaque, des arythmies ventriculaires et va bien sûr entraîner une mortalité élevée. Donc on arrive au vif du sujet, comment surveiller ces patients? À la différence de l'enfant, chez l'adulte, en plus de la clinique bien sûr, une approche d'imagerie multimodalité est nécessaire. Et là, vous voyez, vous avez un tableau qui répertorie les différentes techniques d'imagerie utilisées. Chacune a ses faiblesses, chacune a ses forces, que ce soit pour l'échocardiographie, pour l'IRM cardiaque ou pour le scanner cardiaque. En tout cas, aucune technique n'est adéquate pour une approche globale du patient à l'âge adulte. Et donc, le choix se fera en fonction de spécificité de chaque patient. L'écho reste tout de même la technique d'imagerie la principale tout au long du suivi. Et elle doit être méthodique, elle doit être complète. Et les différents guidelines proposent un protocole standardisé, axé bien sûr sur les lésions résiduelles. Et je vous invite à consulter ceux de la Société américaine d'échocardiographie et ceux de la Société européenne d'imagerie cardiovasculaire datant de 2018. Donc, bref, cet examen va bien sûr s'attacher à décrire l'anatomie de la voie d'éjection ventriculaire droite, rechercher un anévrisme infundibulaire, rechercher une sténose résiduelle et préciser sa localisation qui peut être supravalvulaire, valvulaire ou sous-valvulaire. Alors, l'évaluation des branches distales peut être difficile, l'évaluation des sténoses distales à l'écho parce qu'on est limité par les fenêtres acoustiques. Et un gradient max au Doppler supérieur à 60 témoignerait d'une sténose sévère, mais il faut donner beaucoup plus d'importance à l'estimation de la PVD systolique, la pression ventriculaire droite systolique et la courbure septale, parce que, comme vous le savez, les gradients peuvent être surestimés en cas de sténose étagée ou en cas de sténose longue. Par exemple, chez les phallos qui sont réparés avec un conduit, un tube VDAP, ça peut être également sous-estimé en cas de sténose pulmonaire distale. Alors, pour l'évaluation de la fuite pulmonaire, elle est sous-estimée à l'écho, elle est sous-optimale à l'écho parce que l'écho, elle permet une évaluation beaucoup plus qualitative que quantitative. Et là, vous avez les critères suggérés pour attester d'une fuite pulmonaire sévère. Donc là, vous avez à droite, l'image à droite, une fuite pulmonaire sévère avec une largeur du jet qui dépasse les 65% de l'anneau pulmonaire, une fuite qui prend naissance au niveau des branches pulmonaires et un temps de demi-pression court avec un arrêt de la fuite en mésotélédiastole, à la différence de l'image à gauche où la fuite est moins sévère, avec vraiment, vous voyez, le départ de la fuite qui prend naissance au niveau de l'anneau valvulaire et surtout un reflux, une fuite qui se prolonge tout au long de la diastole. L'évaluation de la fonction VD à l'écho est également sous-optimale parce que les critères classiques qu'on utilise pour l'évaluation de la fonction VD ne peuvent pas être appliqués facilement sur un VD opéré avec des séquelles anatomiques et fonctionnelles, particulièrement pour le TAPS. En tout cas, ce sont des critères qui manquent de sensibilité pour détecter et prédire le déclin précoce de la fonction ventriculaire droite. Alors les différentes mesures du VD sont sous-estimées en 2D et on préfère, si c'est possible, d'avoir des mesures en 3D pour ce qui est du volume et de la fraction d'éjection ventriculaire droite également. Alors l'IRM est devenu vraiment l'examen de référence pour le ventricule droit et son avantage principal par rapport à l'écho, c'est qu'elle permet une quantification précise de la taille et des fonctions, de la fonction ventriculaire et c'est aussi le gold standard pour la quantification des volumes régurgitants. Ce sont deux éléments importants pour la décision de revalvulation pulmonaire, donc la décision de thérapeutique. L'IRM permet aussi de détecter et de localiser la fibrose myocardique, qui est un marqueur de risque connu d'arythmie et de dysfonction irréversible. Mais ça reste un examen malheureusement
notamment dans notre contexte marocain qui n'est pas toujours accessible, que ce soit sur le plan financier ou sur le plan disponibilité. Alors, le scanner, c'est l'examen qui a la meilleure résolution spatiale, donc ça permet d'étudier spécialement les petits vaisseaux, notamment les branches pulmonaires distales et les coronaires. L'évaluation de la fonction et du volume ventriculaire droit est comparable à l'IRM, mais ça reste un examen qui est irradiant, donc chose qui n'est pas très pratique chez une population relativement jeune qui sera amené à faire des explorations de façon répétée. Et en plus, c'est un examen qui ne permet pas une quantification des flux. Donc, je vous propose ce schéma de surveillance recommandé par les sociétés américaines. Alors, une écho annuelle et systématique, à moins que le patient ne soit pas symptomatique, à moins que l'évolution ne soit pas compliquée, là, on peut le faire moins fréquemment. La place de l'IRM devient de plus en plus importante que l'enfant grandisse et après la première décade, l'IRM devient l'examen de routine et le scanner cardiaque trouve son indication essentiellement chez les personnes qui ont une contre-indication à l'IRM parce qu'ils ont un pacemaker ou un défibrillateur non IRM compatible, parce qu'ils sont instables sur le plan hémodynamique, aussi chez les patients qui ont des stents au niveau des branches pulmonaires parce que l'examen à l'IRM sera de moins bonne qualité. Ça permet aussi de répondre à certaines questions spécifiques, notamment avant une revalvulation percutanée. L'épreuve d'effort, donc, elle permet une évaluation objective de l'intolérance à l'effort et donc doit être refaite de façon régulière parce que le statut fonctionnel est également un élément important pour la décision thérapeutique. Alors la finalité de cette surveillance, c'est de pouvoir proposer une intervention au moment adéquat avant que la dysfonction ventriculaire droite ne soit irréversible. Et de toutes les réinterventions, le remplacement valvulaire pulmonaire reste le motif le plus fréquent. Décider du timing du remplacement valvulaire pulmonaire peut être difficile, particulièrement chez les patients asymptomatiques. Chez les personnes symptomatiques, là, il n'y a pas de problème. C'est une recommandation grade 1 pour toutes les sociétés de cardiologie, une fois que la fuite pulmonaire est sévère ou la sténose pulmonaire est au moins modérée. Sinon, pour les patients asymptomatiques, là, les choses sont un peu plus difficiles. Il faut balancer entre une intervention trop tard avec le risque d'apparition d'une dysfonction irréversible ventriculaire droite et une intervention précoce exposant le patient à des réinterventions multiples parce que les prothèses biologiques pulmonaires ont une durabilité limitée, comme vous le savez bien. Alors là, je vous ai mis les dernières recommandations européennes 2020, mais pour toutes les autres sociétés, les recommandations se basent sur des mesures faites à l'IRM et on considère le remplacement, c'est une recommandation grade 2A, chez les patients à chaque fois le volume télédiastolique indexé atteigne la valeur de 160 ml par mètre carré et 80 ml par mètre carré pour le volume télésystolique. On va considérer le remplacement valvulaire pulmonaire également en cas de fuite tricuspide au moins moyenne, évoluant bien sûr dans le contexte d'une dilatation ventriculaire droite. En cas de dysfonction progressive du VD, pour les recommandations européennes, on n'a pas de seuil. La valeur de 45 est proposée par les recommandations américaines, toujours bien sûr mesurée à l'IRM. Et en cas de sténose pulmonaire sévère, le remplacement sera considéré une fois que la PVD systolique est supérieure à 80 mm de mercure. On peut proposer bien évidemment une valvuloplastie ou une reconstruction de la voie pulmonaire. Alors en conclusion, je dirais que la survie à l'âge adulte des phalloréparés est actuellement attendue, donc ce qui impose un suivi spécialisé
à vie par une équipe multidisciplinaire. Ce sont des patients qui seront amenés à subir des réinterventions, voire des réinterventions multiples. Et là, la fuite pulmonaire est le facteur déterminant le plus fréquent de cette évolution. Et donc, la pratique chirurgicale actuelle tend à préserver au maximum la compétence de la valve pulmonaire et à utiliser de façon restreinte les patchs transannulaires. Et là, je vous montre, on le voit bien dans cette étude récente, publiée récemment, on voit cette tendance de 1980 à 2015, cette tendance à préserver la valve native, c'est ce qu'on voit en gris foncé, tout en tolérant, parce que l'absence d'utilisation de patch, il faut tolérer une sténose pulmonaire modérée. Donc on voit bien que le taux des sténoses pulmonaires modérées augmente, mais le résultat de cette conduite, c'est une amélioration significative de la survie et la diminution du taux de réintervention et du taux de remplacement valvulaire pulmonaire, même en présence de sténose pulmonaire modérée. C'est la courbe en rose qu'on voit au milieu comparée à celle d'en haut où on a utilisé un patch transannulaire. Définir le moment optimal du remplacement valvulaire pulmonaire est le principal défi de cette surveillance parce que les mesures d'imagerie actuelles ne permettent pas de détecter les stades précoces de l'insuffisance cardiaque droite. Et là, l'étude de la déformation au strain et l'étude de la fonction diastolique pourraient être utiles. Et enfin, je dirais que la valvulation percutanée offre actuellement une alternative aux sternotomies répétées et grâce au progrès de la technologie, plus de patients seront éligibles à cette approche percutanée, notamment pour ceux qui ont une voie d'éjection de grande taille. Donc, je vous remercie. Merci. Merci Dr Zaimi pour cette belle présentation. Et on retient que l'insuffisance pulmonaire, c'est l'ennemi numéro 1 de la cure de la tétralogie de Fallot et que son pronostic est très mauvais. Donc, moi, avant de recevoir les questions du public, alors j'ai une question. On a un problème, en fait, le problème des séries qui suivent les tétralogies de Fallot opérées, c'est le risque potentiel de mort subite. Alors, est-ce qu'il y a une relation entre l'insuffisance pulmonaire et la mort subite? Oui, bien évidemment. La mort subite peut être liée aux complications rythmiques. On n'a pas eu le temps d'en parler. Mais bien sûr, la fuite pulmonaire, avec l'altération de la fonction VD, avec la fibrose myocardique et la dysfonction irréversible, elle est à l'origine d'arythmie ventriculaire maligne et de mort subite aussi. Très bien. Est-ce que l'apport de l'ECG, l'électrocardiogramme, dans l'indication de la valvulation pulmonaire, c'est-à-dire qu'on a une insuffisance pulmonaire, est-ce que l'ECG peut apporter un plus? C'est-à-dire, on va passer par l'IRM, bien qu'on sait dans notre contexte, c'est assez compliqué. Mais est-ce que le CG peut avoir un apport considérable en matière de revalvulation oui, Alors, à ma connaissance, la largeur de QRS est un facteur de risque plutôt d'arythmie maligne et de mort subite, mais je ne pense pas qu'elle a un apport dans l'indication de la revalvulation pulmonaire. En attendant toujours s'il y a des questions de la salle, moi j'ai une petite question. Quand vous surveillez un malade, chez qui sur le compte rendu, il est bien clair qu'il y avait une fonte de l'anneau et un patch transannulaire. Est-ce que cela changerait, selon votre présentation, le mode de surveillance en faveur d'une stratégie beaucoup plus agressive et de prise en charge de prise de décision de valvulation ou de reprise un peu plus tôt que si vous avez un malade où l'anneau n'a pas été touché? L'utilisation du patch transannulaire est fortement associée à la fréquence de la fuite pulmonaire. Ce sont des patients qui seront amenés à faire plus fréquemment une fuite pulmonaire importante comparée à ceux chez qui on n'a pas mis de patch transannulaire. Donc évidemment, ce sont des patients à suivre de plus près. Mais l'indication ne dépendra pas de l'utilisation ou pas, elle dépendra de la gravité de la fuite et des symptômes. Monsieur Damien Bonnet, oui. Merci beaucoup, Siam, pour ce topo très clair. Je voulais faire surtout un commentaire. Je voulais dire qu'aujourd'hui, les critères qui sont admis pour revalvuler, je pense qu'on est au moment où il va falloir commencer à les critiquer. Il va falloir commencer à les critiquer parce que ces critères ont été établis, puisque c'est à partir de ces valeurs seuil de volume Tout à fait.
qu'on va assister à un excès de mortalité et à une détérioration progressive de la fonction du ventricule droit. Et l'image avec la balance du pour et du contre de la valvulation est tout à fait exacte. Mais je ne suis pas sûr que le devenir des patients dépende des disponibilités techniques que nous avons. Et aujourd'hui, je pense qu'il va falloir descendre en volume et probablement revalver de façon plus précoce, en sachant qu'effectivement, la difficulté que nous avons, c'est la durabilité des dispositifs de remplacement. Mais si on veut prévenir la mort subite, les arythmies, la détérioration ventriculaire droite, il va probablement falloir qu'on révise nos critères pour valver de façon plus précoce. Tout à fait, oui. Là aussi, j'ai une remarque, en fait, une question aussi. Donc, par rapport au geste le patch transannulaire, est-ce qu'il y a un Z-score à partir duquel il faut proposer au chirurgien soit de conserver l'anneau ou de fondre l'anneau? Ah oui, et des fois, on est obligé de mettre un anneau un patch plutôt transannulaire lorsqu'on a un anneau pulmonaire hypoplasique, très hypoplasique. On n'a pas de seuil, on n'a pas vraiment des études précisant le seuil optimal à partir duquel on peut conserver la valve, mais en général, au-dessous de -2, les choses deviennent difficiles. La réparation n'est pas vraiment possible sans mettre en place un patch transannulaire. Je suis un peu courte. Docteur Amri? Oui, donc je suis un peu courte par rapport au micro. Donc merci Siam pour cette très belle présentation. Donc moi je voulais juste une petite question d'ordre pratique, parce que des fois on a des malades qui ont un fallo opéré avec des fluides pulmonaires libres et qui ont en parallèle des sténoses des branches pulmonaires qui sont connues d'aggraver la fluide pulmonaire. Est-ce que le fait de les traiter pourrait nous permettre d'attendre un petit peu et reporter un petit peu la valvulation à une date ultérieure? Merci. Effectivement, quand on a d'autres lésions surajoutées, je l'ai bien dit, ça ne peut qu'aggraver la fuite pulmonaire. Si c'est possible, parce que ce n'est pas toujours possible sans passer par une sténotomie, s'il y a la possibilité de le faire de façon moins invasive, oui. Très bien. Est-ce qu'il n'y a pas de questions? Donc, on passera à la présentation suivante.